Alors, nous l'avons vu, hein, ces métropoles n'ont pas de concurrence dans leur pays, mais par contre, elles ont de la concurrence à l'étranger, hein. Par exemple, Londres est en concurrence avec New York, notamment en tant que plateforme financière. Londres est également en concurrence avec Shanghai, avec Paris, avec Tokyo. Et par exemple, dans le monde arabe, ou musulman plutôt, eh bien, Le Caire est plutôt, elle, en concurrence avec Istanbul. Donc, on observe des caractéristiques qui sont communes aux métropoles, hein, pour conclure là-dessus, mais aussi des inégalités dans le rayonnement, hein. Les plus dynamiques et les plus influentes sont dans les pays développés, hein, notamment les métropoles de Londres, mais aussi Tokyo, New York, Paris. Euh, Cependant, les grandes métropoles des pays émergents entrent de plus en plus en concurrence avec ces métropoles que je viens de citer, et notamment les métropoles sur lesquelles on a travaillé, Sao Paulo, Istanbul, Mumbai, euh, et aussi Shanghai, bien entendu, en Chine. Hmm, on ne peut pas dire qu'il y ait une évolution linéaire de ces métropoles, hein. Certaines sont en crise, comme la métropole de Baltimore, par exemple, aux États-Unis. Donc, à l'aide du document 3, page 30 de votre manuel, hein, vous avez quelques chiffres qui montrent que Baltimore est ce qu'on appelle une shrinking city, c'est-à-dire une ville rétrécissante, hein, du fait d'un triple déclin démographique. C'est une ville qui perd de la population, hein. En 40 ans, la ville a perdu 20% de ses habitants, hein. On parle de shrinking city, c'est-à-dire de villes rétrécissantes, parce qu'il y a également une perte économique avec une perte d'activité, de fonction et d'emploi. Notamment aujourd'hui, on a 50% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, et qui consacrent 50% de leurs revenus simplement pour se loger. Euh, Pardon, 50% des familles vivant sous le seuil de pauvreté ont consacré 50% de leurs revenus pour se loger et 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire quand même un habitant sur quatre. Et c'est une ville qui est rétrécissante dans le domaine social, hein, avec davantage de pauvreté dont on vient de parler, mais aussi davantage d'insécurité, hein. Dans le document 3, on vous dit que c'est une des villes les plus criminogènes des États-Unis, avec 350 homicides pour 615 000 habitants. Donc voilà un exemple de métropole qui est en décroissement, si on peut dire, en décroissance plutôt. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'évolution n'était pas linéaire, hein. On pouvait connaître, une métropole pouvait connaître une phase de croissance, puis tout d'un coup une phase de décroissance. Alors maintenant, après avoir trouvé et avoir noté un certain nombre de points communs de ces métropoles, qu'elles soient émergentes ou déjà fortement puissantes comme dans les pays développés du Nord, eh bien, on va voir que ces métropoles sont inégales et en mutation. Et dans un grand A, on va revenir sur notre étude de cas filet, hein, sur les villes brésiliennes. Et on va voir que ces villes brésiliennes sont marquées par des inégalités très fortes et par de la ségrégation urbaine. Alors pour symboliser cette ségrégation urbaine, rien ne vaut mieux qu'une photo et surtout cette célèbre photo de la favela de Paraisópolis, donc qui veut dire la cité du paradis, hein. Et donc là, quand on comprend ce qu'on entend par ségrégation urbaine ou ségrégation socio-spatiale, eh bien ici, vous avez un mur en fait de séparation entre ce quartier ultra riche, où vous voyez, hein, les gens possèdent une grande piscine collective, des cours de tennis, sur leur balcon, les gens ont de la verdure, des piscines, et on voit donc un immeuble de très haut standing qui est séparé par un haut mur d'une favelas qui s'appelle donc Paraísopolis, qui ironiquement signifie la cité du paradis. Donc c'est l'une des favelas les plus grandes de Sao Paulo et elle est incrustée dans le quartier du Morumbi, qui est l'un des quartiers normalement les plus riches de Sao Paulo. Et donc elle est encastrée entre deux grands ensembles d'immeubles riches, un quartier de maisons individuelles également aisé, et très près du nouveau quartier d'affaires, hein, qu'on a vu dans des photos précédemment, de l'avenue Bérini. Donc on voit que riches et pauvres se côtoient au sein de cette métropole, mais ils se côtoient, mais ils sont séparés. C'est pour ça qu'on parle de ségrégation, hein. Vous savez, vous connaissez la ségrégation raciale aux États-Unis, avec les lois Jim Crow, par exemple, qui ségrégaient et donc qui séparaient les Noirs des Blancs, par exemple, dans les bus, au niveau des toilettes, au niveau des écoles. Et bien là, vous avez une ségrégation
qui se fait dans l'espace au sein des métropoles entre quartiers riches et quartiers pauvres. Alors vous retrouvez cette ségrégation socio-spatiale sur la photo de droite. Vous voyez ici des favelas et puis ici, eh bien, vous voyez des immeubles de standing. Donc on voit vraiment cette ségrégation entre quartiers pauvres et quartiers riches qui est vraiment visible dans l'espace. Avec dans la métropole de Sao Paulo, eh bien, on retrouve des quartiers dans lesquels les populations extrêmement riches vont aller dépenser leur argent dans des marques internationales extrêmement connues, dont certaines françaises comme Chanel, Dior, Cartier, Louis Vuitton, ou Lacoste, qui sont des marques de luxe, alors qu'à côté, vous avez des gens qui doivent lutter tous les jours pour survivre dans des conditions de sécurité très incertaines. Alors, pour illustrer les contrastes que la métropolisation crée au Brésil, eh bien, je vais vous demander de regarder le parcours 1, page 18 de votre manuel qui porte sur trois documents à propos justement de la ségrégation qui est présente au Brésil dans les villes de Rio et Sao Paulo. Donc la première question, on vous demande quel contraste observe-t-on à Rio et comment expliquez-vous la localisation de la favela et pourquoi peut-on parler de ségrégation socio-spatiale? Donc, si on regarde le paysage de Sao Paulo dans votre manuel, pardon, pas de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, eh bien, on voit un fort contraste dans le paysage urbain, un contraste entre les quartiers riches, qui sont des quartiers chics, qui sont l'objet du tourisme, ceux où vous trouvez notamment les plages de Copacabana, et puis vous avez à côté les quartiers pauvres avec les favelas. Ce contraste se voit également dans la construction des bâtiments et la forme de la ville, contraste que l'on peut retrouver sur la photo de Sao Paulo. Eh bien à Rio, on voit la même chose, c'est-à-dire que on a à l'arrière-plan une ville verticale, c'est la ville où vivent les riches, et puis au premier plan, on a la ville horizontale, la favela, où vivent les pauvres. Donc il y a une différence entre verticalité pour les riches, horizontalité pour les pauvres, donc immeubles luxueux pour les riches et un habitat précaire pour les pauvres, donc fait avec des matériaux de récupération. Et à Rio, on voit que en plus les pauvres se sont installés dans des régions peu constructibles, à flanc de falaise, dans des zones assez éloignées du centre-ville, donc un peu à l'écart de l'activité centrale de la ville. Ensuite, avec les documents 2 et 3, on vous demandait de répondre à la question suivante. Pourquoi la métropolisation renforce-t-elle les inégalités sociales et la fragmentation urbaine, notamment à Sao Paulo? Eh bien, la métropolisation renforce ces inégalités sociales et la fragmentation urbaine, car à Sao Paulo, les élites qui sont enrichies par la mondialisation, ceux qui sont les vainqueurs de la mondialisation, donc les banquiers, les hommes d'affaires, eh bien ces élites, elles sont très connectées au réseau mondial, elles sont mobiles, elles se déplacent, elles voyagent, elles sont proches des principaux nœuds de communication, de l'aéroport, et qui leur permettent donc de se déplacer aisément. Et elles se concentrent notamment au centre de la ville. Et ce qui a une conséquence, c'est que les loyers forcément sont élevés au centre. Et ça a pour conséquence d'exclure les pauvres qui pourtant eux, sont également attirés par les emplois qu'offre la ville, mais qui pour la plupart travaillent dans ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire les emplois qui sont non encadrés par l'État, ce qu'on pourrait appeler des petits métiers que l'on pratique à domicile ou un peu au noir, au black, comme on dirait en France, mais qui permettent à ces populations pauvres de pouvoir survivre. Ensuite, la question suivante, on vous demande avec le document 3 de dire où sont localisées les favelas de Sao Paulo et quel problème cette localisation peut-elle poser à leurs habitants. Alors, les favelas, c'est le nom que les Brésiliens donnent aux bidonvilles, mais vous le savez, dont sont issus la plupart des grands footballeurs brésiliens. Souvent, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire que jouer au foot, parce que quand vous vivez dans une favela, eh bien, vous n'avez pas souvent
les mêmes loisirs que vous avez vous, hein, pas de console vidéo, pas forcément de télévision, donc vous êtes dehors et puis le sport peut être un moyen justement de sortir de sa condition sociale, hein, on le voit avec les stars du ballon rond, on n'en citera pas, hein. Donc les favelas, quand on regarde le plan de Sao Paulo, sont à la périphérie, hein, comme à Rio d'ailleurs, dans des terrains en pente, sans équipement. Il y a une coupure nette entre les quartiers, hein, on l'avait vu avec la photo de Paraísopolis, qui est parfois matérialisée par un mur qui permet de se protéger des intrusions des pauvres dans les quartiers riches, les riches qui finissent par se replier entre eux et avoir de véritables milices à leur service pour assurer leur sécurité et contrôler à l'aide de caméras, de barbelés, d'armes à feu, bien sûr, les intrusions de personnes étrangères au quartier. Et donc, ça crée une véritable fragmentation au sein de ces villes, même si l'on peut voir sur le plan que dans les quartiers centraux, il peut y avoir quelques favelas, hein, c'est-à-dire quelques, comme dans le quartier du Morumbi, hein, donc des favelas peuvent côtoyer des quartiers riches, mais globalement, quand vous regardez le plan de Sao Paulo, vous voyez bien que les pauvres sont à l'écart et que les riches sont concentrés dans le centre-ville. Donc on voit bien cette coupure très nette. Et donc les pauvres ont un problème d'accès au centre qui se matérialise souvent par des difficultés de communication, de transport. Les grands axes de transport en commun ne passent pas par les quartiers pauvres, ils desservent les quartiers riches. Alors pour illustrer ces quartiers pauvres, ces favelas à Sao Paulo, vous avez ici une photo de la favela de Brasilandia, pardon, qui se situe dans le nord de la commune de Sao Paulo, sur des pentes, hein, en principe qui sont inconstructibles, hein, mais bon, vous voyez bien que la loi n'a pas l'air d'être a priori très bien respectée. Et on voit bien que le tissu de construction est extrêmement dense, hein, il y a peu d'espace vert. Euh, il n'y a pas beaucoup d'espace libre, hein, et pas même sous les lignes à haute tension qui pourraient présenter certains risques. On voit bien que la finition des maisons, comme ici, comme là, on voit la brique apparente, hein, donc elle est moins complète que dans les quartiers populaires de la périphérie. Ces maisons sont rarement peintes ou crépites, c'est-à-dire qu'on laisse la brique. Alors que les habitants pourraient envisager cette dépense complémentaire, qui est faible finalement par rapport au coût de la construction. Mais c'est souvent en fait une question de pression sociale, car si vous êtes un habitant de la favela, il serait mal vu en fait de faire crépir sa maison. Ça donnerait en fait l'impression que l'on peut vivre au-dessus de sa condition sociale. Donc il y a une forme de pression sociale qui vous pousse à ne pas chercher à dépasser en richesse ou en apparence votre voisin. Donc on a un aspect non fini de ces bâtiments et un aspect miséreux finalement de ces constructions précaires. Alors pour illustrer la ségrégation socio-spatiale, hein, je vous ai mis en lien dans le cours un reportage de 4 minutes 30 environ sur les réalisations des axes de transport qui étaient prévus pour l'accueil des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et ça vous permettra de voir quelles inégalités frappaient eh bien, les populations les plus pauvres. Alors, ces bidonvilles, ces favelas et cette ségrégation socio-spatiale, hein, cette fragmentation que l'on voit visuellement, eh bien, on la retrouve dans toutes les villes qui ont le statut de métropole dans les pays du Sud, hein, notamment. Par exemple, ici, vous avez le célèbre quartier de Dharavi à Mumbai, hein, qui avait été illustré par le film Slumdog Millionnaire. Donc, ici, vous avez le bidonville et à l'arrière-plan, eh bien, la ville, entre guillemets, développée, riche. Ici, une autre photo de ce bidonville, hein, un des plus importants bidonvilles du monde, hein, et plus d'un million d'habitants y vivent. Donc on voit l'état de délabrement, hein, des toits. Ici, vous avez la ville du Caire avec son bidonville, hein, notamment avec ce qu'on appelle la cité des morts, hein. Il y a de tels problèmes de logement et de pauvreté que des gens ont décidé de vivre, ben, comme vous le voyez ici, dans le cimetière où ils étendent leur linge, hein, parce qu'il n'y a pas de place pour se loger. Et puis, c'est assez symptomatique de la séparation qu'il peut y avoir donc entre les populations riches et les populations pauvres, et de l'exclusion surtout des pauvres du centre-ville, certains étant réduits, comme dans la ville du Caire en Égypte,
à vivre dans des conditions extrêmement misérables et vous voyez des enfants qui n'ont comme autre terrain de jeu que des tombes, ce qui peut vous permettre de relativiser parfois les petits problèmes que vous avez. Sur ce, on a fini. Au revoir et à la prochaine.